Quand j'y repense, je me dis putain, mais j'ai passé tant d'années à m'affamer. Si on compte tous les régimes que j'ai fait, je pense que j'ai perdu, je sais pas, 150 kilos. Je me demande combien j'en ai repris. 180 à 200. Petite confidence, je n'ai aucune idée de comment débuter cette vidéo. J'ai été voir des vidéos de Shera, de Lena, Situation, pour m'inspirer un petit peu. Elles étaient soit en train de se maquiller, soit en train de se préparer pour le Met Gala. Je n'ai pas cette vie ni ce matériel, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se servir un petit thé. Je vous invite à faire de même, à vous installer confortablement avec un plaid, un thé. C'est le moment ASMR, profitez. À tout moment, ça gicle sur ma cuisse, je saute et vous me voyez en slip. Et c'est la fin de ma chaîne. Bref, aujourd'hui, on parle régime, de mon premier régime et de toute la suite. Ça fait long, prenez un thé. Jingle. Je sais pas vous, mais depuis que je suis enfant, j'ai 32 ans aujourd'hui, j'ai toujours connu le régime. Toujours. Par rapport à ma mère qui l'était, à mes tantes qui cherchaient toujours plus de régime à faire pour perdre toujours plus de poids. J'ai déjà été baigné dans cette atmosphère de voilà, il faut perdre du poids absolument. Il y a eu également des points de départ. Je pense que chez tout le monde, on ne se lève pas un matin en se disant hop, allez ce matin je fais un régime, je m'affame pendant des jours et des jours. Comme ça quoi, gratos. J'ai beaucoup écrit suite à des petits incidents dans ma vie, ça m'aide beaucoup d'écrire, je vous invite vraiment à le faire. Et j'ai pu voir un petit peu d'où venait ce déclic-là à se faire du mal finalement. Il y en a deux. Il y a mon géniteur, je ne vais pas l'appeler père parce que pour moi c'est juste mon géniteur aujourd'hui, qui m'a, je pèse mes mots, maltraité. Vraiment, pas physiquement, mais psychologiquement. Effectivement, il y a la douleur physique, etc. Mais la douleur psychologique, émotionnelle, etc. peut être tout aussi vive et mérite aussi de s'y attarder. C'est pas à négliger, voilà, même s'il n'y a pas de coups, il y a des coups émotionnels et ça peut détruire quelqu'un. Personnellement, moi, à 6-7 ans, même beaucoup plus tard, j'étais incapable de demander une baguette à la boulangerie. J'étais incapable de parler à table au milieu de ma famille, c'est dire. Parce que mon père, il était là que le week-end, me tabassait de voilà, t'es un trou du cul, tu t'arriveras à rien, t'es un bon à rien, etc. Et pour moi, j'ai vraiment capté ça. Et le fait d'être dans une atmosphère de voilà, il faut perdre du poids, cette injonction à perdre du poids, c'est aussi, je pense, dans la famille, être bien, être accepté, etc. Et le mélange des deux a fait que je suis parti un petit peu en vrille, je pense. C'est pas la seule raison. Il y a eu deux vraiment des blocages quoi. Une fois au médecin où j'allais vraiment chercher un certificat médical pour le sport à l'école. J'étais tout petit, donc j'ai été au médecin de famille, c'était même pas un pédiatre. Et au moment de monter sur la balance, en fait, j'y ai même pas été. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai sautillé du banc d'examen pour me diriger vers la balance et le médecin m'a fait non mais c'est même pas la peine de monter sur la balance, je sais déjà que t'es gros, tu es trop gros et c'est vraiment pas normal d'être aussi gros à ton âge. Dur quand même de se construire comme stigmatisé quoi, on est vraiment anormal, donc de la grossophobie pure et dure, de la grossophobie médicale comme on voit beaucoup trop souvent aujourd'hui. Et il y a eu un deuxième événement dans la même tranche, je pense, d'époque, je sais pas si ça se dit, vous m'avez compris, c'est à la piscine. Et je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà entendu parler de cette histoire parce que ça a été un gros choc dans ma vie et ça m'a brisé littéralement pour le coup. Et donc on était à la piscine, c'était en classe de CM2, je me rappelle exactement où j'étais dans cette piscine municipale où on avait les cours de natation avec la classe. Et dans la file pour plonger, mon camarade de devant s'est retourné et m'a fait poète-poète quoi, sur les seins et sur le ventre. Aujourd'hui, je sais que c'était innocent, il n'y avait aucun truc malsain derrière, parce que lui était en surpoids, il s'en amusait, etc. Je m'en rappelle très bien. Euh, mais pourtant, moi, ça m'a cassé en deux, quoi. Et pendant des années, jusqu'à mes 27 ans, j'ai refusé de me remettre torse nu. Mais vraiment, quand je vous dis ça, c'est que même ma mère qui m'a mis au monde, quand je traînais, tout le monde
traîne torse nu chez lui, enfin chez les garçons en général, oui, ça se passe comme ça. On se balade torse nu, moi j'étais incapable de le faire devant ma mère. Niveau intime avec d'autres personnes, c'était horrible, c'était soit que ce soit pour baiser ou pour faire l'amour. C'était toujours dans le noir, c'était toujours avec un débardeur, etc. Et avec mes amis, quand on partait en vacances, et ben personne ne m'a vu en torse nu jusqu'à mes 27 ans. Mais vraiment, quand je vous dis que personne, c'est que quand on allait à la plage, j'étais sous le parasol, j'étais en t-shirt et en short. J'étais ridicule, hein. Je me revois encore. Mes potes me trouvaient ridicule, ils comprenaient pas à cette époque, ils se doutaient pas de ça et c'est ok parce qu'on était jeunes. Quand on n'y pense pas, on n'a pas tendance à faire attention à tout ça. Donc pour nous, c'est juste bizarre. Pour le coup, on avait 16 ans, etc. Donc ça, pareil, je leur en veux pas. Et jusqu'à mes 27 ans, où j'ai décidé d'accepter et d'apprendre à m'aimer, enfin, je me suis pas montré, pour le coup. Tous ces épisodes en fait, m'ont conduit à me diriger vers mes premiers régimes, c'était vers 10 ans. Soit avec une diète, donc la diète des années, et bien du coup 90-2000 hein, pour le coup, même si on en croise encore aujourd'hui en 2022 bientôt. Donc vraiment un plan alimentaire restrictif où il n'y avait pas grand chose à bouffer pour un enfant en pleine croissance, je vous dis pas les dégâts. Et ça n'a pas duré. Et ensuite, je me suis mis à faire des régimes en copiant ma mère, mes tantes, etc. Donc, chez moi, je me rappelle encore, dans les toilettes, il y avait une pile de femmes actuelles. Et comme vous le savez, je pense, dans les femmes actuelles, à chaque nouveau numéro, il y a un nouveau régime. C'est un peu moins pire maintenant, mais dans les années 90-2000, franchement, ça valait le coup d'œil. C'était le régime Tonon à 800 calories pendant 15 jours, etc. Des choses que je faisais. Ma mère, je ne sais pas comment, s'en rendait pas compte. D'ailleurs, on en parle encore des fois aujourd'hui. C'est qu'elle s'est même pas rendue compte que j'étais obèse quand j'étais enfant. Je pense que c'est les yeux de l'amour. Les parents se rendent pas forcément compte des choses. Mais voilà, j'ai vraiment enchaîné les régimes. La soupe aux choux, comme ma mère la faisait, j'en mangeais aussi. Ma mère, elle n'avait pas forcément de notion d'équilibre. Elle était vraiment axée perte de poids, faire attention, etc. Donc tant qu'on mangeait des légumes, c'était ok, etc. Et ça, je n'en veux pas du tout. Voilà, le régime yaourt, voilà, par exemple le matin, je me mangeais du fromage blanc 0% avec des spécial K. J'en remangeais le soir et puis le midi, je mangeais à la cantine. Oh, c'était compliqué quoi. Et quand j'y repense, je me dis putain, mais j'ai passé tant d'années à m'affamer. Si on compte tous les régimes que j'ai fait, je pense que j'ai perdu, je sais pas, 150 kilos. Je me demande combien j'en ai repris. 180 à 200 pour le coup, parce que vous savez qu'il y a toujours des intérêts. On va en reparler. Et voilà. Ces régimes, en fait, je les faisais vraiment pour coller au moule de la société. On nous dit que, voilà, c'est pas. On m'a dit que c'était pas normal d'être aussi gros à mon âge. Aujourd'hui, on nous apprend encore que voilà, être gros, c'est être en mauvaise santé. Voilà, ces régimes, je les ai enchaînés de 10 à, je pense, 16 ans. J'ai fait du yo-yo, mais comme pas possible. À partir de 16 ans, j'ai commencé à voir ce qu'engendrait le fait d'être gros, vraiment. Donc, du rejet. Voilà, le dernier choisi en sport, etc. Parce qu'en gros, ça sait pas courir. Encore plus parce que mon père me disait que j'étais incapable de faire du sport. Tout ça parce que je voulais pas jouer au foot. Donc il m'a vraiment défini comme incapable de faire du sport. Donc finalement, j'essayais pas. Quand on n'essaye pas, on s'entraîne pas et du coup, on devient pas forcément doué. Ça vient pas comme ça. Tous mes copains avaient une amoureuse, une copine, et puis moi, j'étais seul. Je me prenais des râteaux, mais monumentaux pour le coup. Et au bout d'un moment, on se dit stop et on se dit voilà, j'ai envie d'être comme tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 16 ans, j'ai pas fait un régime, c'est que j'ai arrêté de manger. Faire quand même un régime, quand on voit certains régimes de mes collègues, voilà, c'est à peu près pareil. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de prendre le petit déj. J'ai dit que j'avais pas faim du tout, que ça m'écœurait, voilà, donc ça s'est passé. Et le midi, l'excuse c'était que j'étais nul en maths. C'était vrai, pour le coup, j'avais 4 de moyenne en maths, en S, et en terminale c'était encore pire. J'ai eu mon bac, je ne sais pas comment. Et en fait, je disais à mes copains que voilà, je devais réviser entre midi et 2, que j'étais vraiment trop en retard, que j'étais trop nul, il fallait que je m'entraîne, etc. Et du coup, je restais en salle de travail, je n'allais pas manger avec eux. Donc voilà, je sautais un repas.
Et le soir, je disais à mes parents, bah voilà, j'ai trop mangé à midi, en plus j'ai mangé un truc à 4 heures, donc je vais pas manger beaucoup. Finalement, avec mes connaissances de diète aujourd'hui, je pense que je devais manger 400 calories par jour et encore. Donc effectivement, j'ai perdu 25 kilos en 6 mois. Je vous parle pas des conséquences qu'il y a eu derrière. J'ai eu une chance insolente concernant mon métabolisme. Je pouvais manger ce que je voulais et je ne reprenais pas de poids, que je pensais. Mais voilà, je me suis vraiment abîmé la santé à cause de ce médecin, à cause des gens à l'école, etc. À cause de mon géniteur, vraiment, qui m'a vraiment mis en tête qu'il fallait vraiment que je sois toujours au mieux, sinon j'étais une merde, quoi. Ça aide pas à se construire. Et voilà, tous ces régimes, en fait, enfin, ce premier régime que j'ai fait, ça a fait qu'entretenir les autres. Aujourd'hui, on sait que les régimes échouent. Entre 2 à 5 ans après la fin du régime, on a tendance à reprendre du poids. C'est le cas de 95% des personnes. Et il y a ce yo-yo, forcément. Et il y a ce phénomène d'hyperplasie adipocytaire dont on parle tout de suite. Jingle. L'hyperplasie adipocytaire, c'est quoi? C'est un truc qui n'est pas forcément très cool. Je vous explique. Si vous faites un régime, ce qui va se passer, c'est que vous allez être en déficit calorique. C'est le point commun de tous les régimes, qu'on fasse du cétogène, du jeûne intermittent, qui normalement n'est pas un régime, mais qui est promu comme un régime. Ce qui fonctionne là-dedans, c'est le déficit calorique, et qui fonctionne à très court terme. Vraiment, j'insiste, je ferai d'autres vidéos si jamais. Quand on fait ce régime, on vide nos cellules adipeuses. C'est pour ça qu'on maigrit. Les cellules adipeuses, c'est les cellules de graisse, quoi. Il faut imaginer ça comme des petits ballons. Quand vous allez perdre du poids, quand vous allez faire un déficit calorique, vous allez apporter moins de nutriments que ce que vous avez besoin. Du coup, on va prendre dans les réserves, ces ballons vont se vider. Le problème, c'est que ces ballons se vident, mais ne disparaissent jamais. C'est impossible de les détruire, sauf avec une liposuction. Ce qui se passe ensuite à la fin d'un régime, c'est que déjà, il y a eu toute la frustration. Tout ce côté psychologique, émotionnel, c'est j'ai pas le droit de manger ça, les légumes c'est trop bien, les féculents ça fait grossir, le fromage pas le soir, il faut absolument que je rattrape ce que j'ai mangé, etc. Il y a tout ça en fait qui a tourné dans notre tête et du coup ce qui se passe, c'est qu'on va manger beaucoup plus. Il y a aussi un phénomène hormonal, c'est-à-dire que plus on va perdre du gras et plus on va manquer de leptine. La leptine, c'est l'hormone qui module l'appétit. Et moins il y a de leptine et plus l'appétit augmente parce que la leptine sert à freiner cet appétit justement. C'est pour ça que les personnes qui sont maigres non naturellement, qui font un régime, etc., vont avoir tendance à avoir très faim. D'une, pour revenir à un poids d'équilibre qui est le leur, qu'on ne choisit pas malheureusement. Et ce qui va se passer, c'est que la personne va manger, elle va regrossir, les petits ballons, nos cellules de graisse vont se re-remplir, et comme par magie, quand elles sont toutes saturées, vu que ce phénomène de manger se poursuit parce que on a été en mode famine pendant très longtemps, donc maintenant on se rattrape pendant plus longtemps, et quand il n'y a plus de ballons dispo, le corps en crée d'autres, et comme je dis tout à l'heure, ces ballons sont impossibles à supprimer. C'est pour ça qu'on est de plus en plus gros quand on fait des régimes. Le poids d'équilibre est revu à la hausse, finalement. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de régime, s'il vous plaît. C'est ce qui entraîne tous ces yo-yo, et ces yo-yo vraiment à la hausse. C'est ces personnes qui sont mis au régime une fois de façon tout à fait... voilà, j'ai 3 kilos à perdre, voilà, je vais me mettre au régime et c'est le début de l'enfer, et on retrouve ces personnes 20 ans après avec 30 kilos de plus. C'est cette cause-là. Les régimes aujourd'hui, on sait qu'ils servent à rien. Il y a un rapport de l'ANSES qui dit qu'ils échouent et qu'en plus ils sont délétères pour la santé. Il y a vraiment des conséquences au niveau hormonal, physiologique, des grosses conséquences au niveau estime de soi, parce que quand vous faites un régime et que vous ne tenez pas, vous culpabilisez. Quand vous recraquez et que vous reprenez du poids, l'estime de soi elle s'écroule forcément. Et en fait, on est dans un cercle vicieux qui est assez affreux. Le fait d'avoir regrossi vous replonge dans un régime et là, on n'en sort plus. Tout ça, je l'ai fait, je l'ai vécu et je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais pas les connaisses que j'ai aujourd'hui, j'avais pas le recul surtout que j'ai aujourd'hui avec toutes les compétences, les connaissances, les textes que j'ai lus, etc. Un régime ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que
Déjà, un régime, il ne s'attaque pas à la cause. Il y a différentes causes des régimes qu'on peut voir tout de suite si vous voulez. Le poids, c'est un symptôme. Le poids, il n'est pas là par hasard, pour le coup. Ça peut être la génétique, tout simplement. Il peut y avoir que la génétique. Souvent, le poids est multifactoriel. Mais avant toute chose, on a un génome. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est qu'il y a des familles, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont naître, des personnes qui vont naître, qui vont être maigres, mais vraiment maigres. On va penser qu'elles sont malades, qu'elles mangent rien, etc. Pourtant, c'est une maigreur constitutionnelle. C'est naturel. Elles ne sont pas malades, elles n'ont pas de déficience en nutriments, etc. Tout va bien. C'est juste qu'elles sont nées comme ça et c'est ok finalement. Alors c'est pas toujours ok parce qu'elles n'ont pas de problème de poids, mais elles peuvent avoir un problème avec leur poids. Donc là, le but est de travailler sur l'estime de soi, le rapport au corps, etc. Mais en aucun cas, de façon médicale, etc., elles ont de soucis. Il y a des personnes qui vont naître et qui seront destinées à être en surpoids, en obésité. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elles pourront jamais être minces ou être musclées, etc. Par contre, elles devront fournir un travail énorme au niveau du sport, de lutte contre la sédentarité, au niveau de l'alimentation, et ça sera toujours très compliqué pour le coup. C'est-à-dire que quand elles arrêteront de faire des efforts, le poids reviendra. Comme une bouée qu'on essaye d'immerger dans l'eau, tant qu'on appuie sur la bouée, elle reste sous l'eau. Quand on enlève la pression, ça remonte. Le poids, quand c'est pas notre poids naturel et qu'on perd trop de poids, ça fait pareil. Le corps fait tout pour revenir à son poids naturel, son poids d'équilibre. À côté de ça, il y a l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la façon dont vont s'exprimer nos gènes. Donc les gènes, on ne les choisit pas, ils sont comme ça, on ne peut pas les modifier. Par contre, on peut modifier la façon dont ils s'expriment. Il y a une image qui est assez sympa avec l'épigénétique, c'est le téléphone. Un iPhone, quand vous l'achetez, vous avez le logiciel iOS que tout le monde a. Personne ne peut y toucher sauf Apple. Vous avez ce téléphone. Si vous regardez l'iPhone, si vous regardez mon iPhone, je vais avoir Instagram, je vais avoir des logiciels de retouche, de montage photo, etc. pour mes infographies. Il va y avoir une application pour la natation, il y a une application de comptage de calories parce que des fois j'en ai besoin pour le travail. Et si vous regardez le téléphone d'un Instagrammeur voyageur, vous allez avoir une boussole, une carte, un GPS, voilà, toutes ces choses. Et le téléphone, en fait, il va être propre à chacun. C'est-à-dire qu'en fonction du mode de vie de la personne, vous allez y trouver des nouvelles applications, on va installer des applications. En fait, l'épigénétique, c'est pareil, vous avez votre génome qu'on ne peut pas toucher, mais par contre, l'alimentation, la gestion du sommeil, du stress, de la vie professionnelle, de la sédentarité, etc., va modifier la façon dont s'exprime le génome. C'est pour ça qu'il faut faire attention à avoir une hygiène de vie correcte, saine, qui nous va, parce que c'est pas parce qu'on a une hygiène de vie extra saine que ça va aller. Les personnes qui donnent beaucoup d'énergie et qui se fatiguent psychologiquement, émotionnellement pour avoir une hygiène de vie au top, ça fonctionne pas non plus. Il y a d'autres causes que là on peut avoir la main dessus. Ça va être la prise de médicaments. Donc il y a certains médicaments qui vont faire prendre du poids, les antidépresseurs, certains antidiabétiques. Il va y avoir le terrain hormonal qu'on peut parfois modifier, donc la prise de pilules, ça peut rentrer en jeu, ça peut être un syndrome comme le syndrome des ovaires polykystiques qui va apporter une résistance à l'insuline et favoriser la prise de poids chez beaucoup de personnes qui peuvent être touchées par ce syndrome du SOPK. Les pathologies thyroïdiennes, etc. Donc si on traite, ça peut avoir une incidence sur le poids qui est positive. Il y a des choses où on peut avoir encore du contrôle, comme lutter contre la sédentarité, l'activité physique, etc. La qualité de l'assiette pour qu'elle soit saine avec un grand S, c'est-à-dire avec des bons aliments, qu'elle soit éthique pour nous, avec notre façon de vivre, et sans causer de stress. C'est-à-dire que voilà, si je vous fais manger une assiette idéale tous les jours avec la moitié de légumes, un féculent, une protéine, un produit laitier et puis une matière grasse, peut-être que ça va vous saouler, peut-être que ça va vous demander beaucoup d'énergie et on aura beau manger bien, si c'est beaucoup de charge mentale, 50% du temps, ça va pas fonctionner. Et on va aller craquer derrière, ça va être le micmac pas possible et ça va causer des dommages derrière. Et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas trop de contrôle. L'âge, plus on prend de l'âge et plus on a tendance à prendre du poids, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Effectivement, la ménopause peut apporter une hausse
du poids, mais l'âge, ça vaut pour tout le monde. On vieillit tous et on a tendance à prendre un peu plus de gras plus on vieillit. Vous l'avez vu en début de vidéo, il y a ce côté émotionnel, psychologique qui va faire que parfois on se remplit, parfois on gère les émotions avec la nourriture, ce qui n'est pas un problème. Manger ses émotions n'est pas un problème, ça permet vraiment de réguler ses émotions. Ce qui pose problème, c'est quand la nourriture devient le seul moyen de réguler ses émotions. Donc c'est pour ça, si c'est votre cas, n'hésitez pas à consulter un thérapeute, un psy spécialisé en TCC en général, ils sont très bien pour ça, ou un diététicien comportementaliste. Il peut y avoir un facteur psychologique. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes grosses ont un problème psychologique. Je pense qu'on accable pas mal les personnes grosses de tous les maux de la terre, sans encore dire que voilà, si on est gros, c'est qu'on a un problème. C'est faux. Des personnes qui sont grosses parce que voilà, elles ont un problème hormonal, parce que c'est la génétique, et il y a aussi des personnes qui ont eu un trauma. On pourrait imaginer une dame qui a été agressée sexuellement. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'image de la société, le gros est dégueulasse, on ne veut pas le toucher, donc parfois le poids c'est un bouclier. On se dit voilà, je ne veux pas perdre mes kilos, comme ça on m'approchera plus. Là encore une fois, c'est pas le diététicien qui va jouer là-dessus, c'est le psy. C'est pour ça qu'une équipe pluridisciplinaire c'est super important. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le poids, c'est vraiment multifactoriel. C'est pas parce qu'on est gros qu'on mange trop ou qu'on fait pas de sport. Il y a plein de choses, donc vraiment, j'insiste là-dessus. Ne jugez personne sur le poids, vous ne connaissez pas leur vie. L'autre fois, j'étais au Burger King en train d'attendre ma commande et j'ai vu 3 meufs de 16 ans se moquer d'une personne qui était grosse et qui mangeait en se disant voilà, elle s'en piffe, c'est pour ça qu'elle est grosse. Mais qui dit à ces 3 filles que cette personne qui est en train de manger n'est pas en train de noyer ses émotions, etc. Voilà, on ne peut pas connaître la vie des gens, on ne peut pas faire de plans, etc. On ne peut pas imaginer. Voilà, il y a tout un tas de causes et la première chose à faire, c'est d'identifier la cause du symptôme poids. Pour revenir à cette histoire de régime successif, etc., effectivement, on y revient à chaque fois parce que c'est facile. Plus on prend du poids, plus on fait un régime, plus on a repris beaucoup de poids, plus le régime est drastique. Mais ça ne fonctionne pas, vous le savez. C'est un leurre de se dire que voilà, cette fois-ci, ça va fonctionner. Si ça fonctionnait, on le saurait, il n'y aurait pas tant de problèmes de poids. J'aime bien comparer les régimes avec du paracétamol pour des douleurs de dos. Quand vous avez mal au dos, y a des médecins qui vont vous envoyer chez le kiné vers un podologue, etc. pour revoir les postures, les pieds, etc. Et vous avez des médecins qui vont vous dire prenez des anti-inflammatoires, ça ira mieux. C'est faux. Comme les régimes. Donc les maux de dos, ça va être notre poids en trop, et puis le paracétamol va être le régime. Si quand j'ai mal au dos, je prends un Doliprane, un paracétamol, ça va calmer ma douleur pendant 4 heures. Par contre, une fois que le Doliprane ne fait plus effet, ma douleur revient. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas réglé le problème de fond. Par contre, mon riz au lait à la fève tonka et à la vanille est prêt. Bref. Qu'est-ce que je disais ? Je suis perturbé, j'ai tellement envie de le goûter. Oui, quand vous avez mal et que vous prenez un Doliprane, c'est momentané. Mais par contre, vous n'avez pas traité la cause de la douleur. Par contre, si vous avez un excellent médecin qui vous donne du paracétamol ou de l'ibuprofène pour calmer les douleurs, effectivement, ça va agir. Mais il peut aussi vous emmener voir un ostéopathe ou un kiné ou un podologue pour voir au niveau des pieds s'il n'y a pas un problème. Et l'exploration va faire que, par exemple, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la hanche et au niveau du pied. Si le kiné vous fait travailler sur la hanche et que le podologue vous fait des semelles adéquates, en fait, la douleur de dos va disparaître. Les régimes, c'est exactement pareil. Quand vous allez faire un régime, le poids va disparaître un moment. Mais en fait, le régime, que ce soit le cétogène, le crétois, le tonon, le jeûne intermittent, etc., en fait, il vous fait perdre du poids, mais il ne vous fait pas régler ces problèmes avec vos émotions, avec le terrain hormonal, etc. Parfois, il les aggrave même. Le but, c'est vraiment de choper la cause à la racine et de travailler sur la cause. C'est-à-dire que, ok, il y a le poids, certes. Qu'est-ce qui a causé ce poids ? Là, aujourd'hui, j'en suis là. Je fais tant de poids pour mon âge, pour ma taille, etc. C'est ok. C'est pas parce qu'on accepte de faire ce poids que le poids va exploser. J'en suis ici. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis ici ? Donc pas si j'ai su, putain, je suis tellement nul, etc. C'est qu'est-ce qui a fait, sans jugement, en prenant du recul, que j'en suis là aujourd'hui.
Est-ce que je peux pas faire des bilans sanguins, etc. pour explorer pourquoi j'ai pris du poids alors que mon alimentation n'a pas forcément changé? Est-ce que je sens au niveau de mon stress, de la gestion de mes émotions que c'est ok, ou est-ce que je mange en général pour les apaiser, etc. Et c'est trouver un petit peu la cause. Alors, toute seule ou tout seul, c'est un peu compliqué. Moi, je vous invite vraiment à consulter un diététicien comportemental et ou un psy pour travailler là-dessus. Si jamais vous sentez que ça peut être psychologique, ça peut être avec un médecin si vous sentez que ça peut être hormonal, etc. et que vous n'avez pas fait un bilan depuis des années et des années. Mais la première chose à faire, c'est de trouver la cause et de travailler sur cette cause. Vous aurez beau faire des régimes, comme je vous le disais, plus vous allez faire des régimes, plus vous allez perdre du poids, plus vous allez en reprendre. Et là, c'est le cercle vicieux. Et en fait, on s'en sort jamais. Le jour où j'ai arrêté les régimes, c'est quand j'ai pris conscience de tout ça. Alors, il a fallu une rupture qui était affreuse il y a beaucoup de temps maintenant. Après ce moment, j'ai eu besoin d'écrire parce que je me suis retrouvé assez seul. Et j'ai écrit des carnets. Si je vous sortais les carnets, il y aurait une pile comme ça. Je me suis retrouvé à écrire et à faire le point de toute ma vie en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous parler de mon géniteur qui me traitait de cette façon, du médecin. Parce que tout ça en fait j'en avais pas conscience. J'étais vraiment dans le je subis, mais je subis toujours, mais en fait j'arrive pas à voir ce que je suis. Et en faisant le point, en écrivant, en libérant aussi tout ça sur un carnet, ça m'a permis vraiment de prendre du recul, de me dire ok. Là, il y a toujours ces schémas qui se répètent, toujours le fait de manger quand ça va pas, toujours le fait de fuir les gens quand je vois qu'on s'attache trop parce que j'ai encore peur de me faire abandonner. Enfin, toutes ces choses-là que j'ai pu travailler avec un psy, avec une hypnothérapeute, etc. Et c'est vraiment ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai perdu le poids par rapport à cette période-là. Et je sais qu'aujourd'hui, si j'avais continué les régimes, ça aurait été très compliqué. Là, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je pense que je serais en profonde dépression parce que plus on en fait, plus ça entache le moral, plus on cherche des choses encore plus barbares. Peut-être que j'aurais fini avec des TCA assez lourds, j'en ai eu, ça c'est clair. Mais peut-être que ça aurait été bien pire. Et aujourd'hui, voilà, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que les régimes, on arrête. Il y a tout un tas de solutions aujourd'hui qui font qu'on peut retourner à son poids d'équilibre. Le poids d'équilibre, si vous voulez, c'est le poids qu'on maintient le plus longtemps avec des variations qui sont tout à fait normales. Il faut vraiment séparer la variation de poids de la prise de poids. Exemple, vous prenez 2 kilos et en fait ils sont toujours là, c'est une prise de poids. La variation de poids, il y a un exemple qui parle en général, c'est avec les règles. Si par exemple une amie à vous prend 2 kilos à chaque fois qu'elle a ses règles, au bout d'un an, elle n'a pas pris 24 kilos. Donc elle aurait pris 2 kilos par mois pendant un an, ça ferait 24 kilos. Non, en fait, le poids est venu et puis il est reparti. Et ça, c'est une variation de poids qui peut être due aux règles, à la façon de manger, à la digestion, à la chaleur, etc. Et tout ça, ça peut se gérer. Et ce qui va nous faire prendre du poids, en général, c'est le foutu pour foutu. C'est voilà, je monte sur la balance, je fais 500 grammes de plus, ça aurait pu être une variation de poids, et on se dit voilà, foutu pour foutu, je continue à manger. Bref, je pense que vous avez déjà connu ça. Le poids d'équilibre, on ne le choisit pas. Encore une fois, il est défini par la génétique, etc. Donc c'est le poids qu'on maintient le plus longtemps sans faire d'effort. C'est-à-dire que, en fait, le poids d'équilibre, c'est le poids de la vie. Pour le coup, de la vie positive. C'est pas le poids de tout ce que j'ai sur les épaules. C'est le poids de je mange librement. Quand j'ai envie de manger une pâtisserie tout seul ou avec mes copines ou avec mes copains, je mange ma pâtisserie et puis le soir, je vais m'écouter. Alors pas en se disant justement, voilà, j'ai mangé une pâtisserie cet après-midi, donc ce soir je ne mange pas. Mais c'est plutôt se connecter à son corps et se dire ok, donc la pâtisserie elle est déjà passée, on est dans le passé, à l'instant présent. Au dîner, là, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai beaucoup faim? Est-ce que j'ai peu faim? Est-ce que j'ai pas faim? Et là, on va se servir en fonction. Alors soit on est obligé de manger parce qu'on est en famille, pardon, et on va se servir peu, on peut très bien boire un bouillon, etc., histoire d'accompagner, mais si on n'a vraiment pas faim, je vois pas l'intérêt de se forcer. Et sinon, voilà, si j'ai peu faim, je vais me servir peu, si j'ai grande faim, je me sers quand même d'une façon moyenne et je fais attention à bien m'écouter pour pas me ruer sur l'assiette. Mais voilà, c'est vraiment manger librement, c'est écouter sa faim, écouter ses envies aussi, parce que écouter que sa faim, c'est un nouveau régime. Et c'est pas forcément le top, s'il y a quand même de la frustration. Si on devait manger uniquement quand on a faim, pour moi ça ressemble à un régime finalement. C'est vraiment ce poids qu'on a sans se prendre la tête et sans trouble du comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire des crises d'hyperphagie. Alors
Je dis ça comme si on se disait voilà, je vais faire une crise d'hyperphagie trop cool. Mais non, c'est quand on apprend à gérer ses émotions, quand il n'y a aucun nuage à l'horizon. Alors il n'y en aura jamais aucun, mais c'est quand tout est ok. Et ce poids, malheureusement, même si on trouve plein de formules sur internet, ces formules elles sont bullshit, on ne peut pas le calculer. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est vraiment de trouver en premier lieu la cause de votre prise de poids et de pouvoir travailler ensuite dessus pour que le poids s'envole. Et littéralement, si on prend l'exemple d'une personne qui a eu des traumas, qui prend du poids parce que niveau émotionnel, stress, etc., ça va pas, une fois qu'on a supprimé les causes du stress ou travaillé sur la gestion du stress si la cause n'est pas supprimable, ça enlève un poids, littéralement en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Prenez soin de vous surtout et on se retrouve très vite. Bye.